Françaises, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. La 5e République, mode d'emploi, Khalil Bey. Auditeurs, auditrices, bonjour. Heureux de vous retrouver. Nous avons le privilège d'être reçus ici, rue de Rivoli, au sein du Conseil d'État par le secrétaire général de la Maison. Bonjour Thierry Xavier Girardot. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Fréquence Protestante. Pouvez-vous nous présenter le Conseil d'État ? Le Conseil d'État est une institution de la République dont l'existence est prévue par la Constitution. Et il a deux missions principales. D'abord, il est le juge suprême de l'ordre administratif, c'est-à-dire qu'il est chargé de juger en dernier ressort les litiges entre les particuliers et les administrations. Il juge le plus souvent en tant que juge de cassation les décisions qui sont passées par les tribunaux administratifs dans un premier temps, par les cours administratives d'appel ensuite, et qui arrivent devant lui en cassation. Mais il peut être aussi saisi en premier ressort, notamment de recours contre les décisions les plus importantes qui sont prises par le pouvoir exécutif sous la forme d'actes administratifs. Donc il peut être saisi de décrets, de recours contre des décrets, contre des ordonnances, et son rôle particulier est de contrôler la légalité de l'action administrative. Ça le conduit à juger à la fois des actes très importants, mais aussi à juger du droit qui s'applique dans des domaines très variés qui concernent la vie quotidienne de beaucoup de nos compatriotes. Si on a une difficulté pour l'accès à l'université, pour l'accès à un service public, si on a un litige lié à un permis de construire, soit le sien, soit celui de son voisin, on peut saisir le juge administratif et en général le tribunal administratif. Et puis ensuite, en dernier lieu, c'est le Conseil d'État qui pourra dire quelle est la règle de droit qui s'applique. Une autre caractéristique, c'est qu'il peut aussi être saisi en urgence par la procédure du référé qui a donné lieu à des affaires dont on a beaucoup parlé ces temps-ci. C'est le résultat d'une réforme qui a été adoptée en l'an 2000 qui a créé le référé devant le juge administratif et qui permet donc aux citoyens d'obtenir très vite des décisions provisoires pour préserver leurs droits. Au titre de cette fonction juridictionnelle, le Conseil d'État juge à peu près 10 000 affaires par an. Donc c'est un nombre assez important. Et c'est la première de ses missions. Mais il a aussi une autre mission qui est tout aussi importante et de laquelle il tire d'ailleurs plutôt son nom, puisqu'il est chargé de donner des avis principalement au gouvernement, mais aussi aux assemblées parlementaires lorsque celles-ci le saisissent, de donner des avis sur les projets de textes qui sont préparés, les projets de textes les plus importants. Donc tous les projets de loi doivent être soumis au Conseil d'État pour qu'il donne son avis sur ces projets avant d'être présentés au Conseil des ministres et avant d'être déposés au Parlement. C'est la même chose pour les projets d'ordonnance qui doivent être également soumis à l'avis du Conseil d'État et pour les projets de décret les plus importants. À ce titre, nous examinons de l'ordre de 1000 projets de texte par an. Et puis, depuis quelques années, depuis un nombre d'années qui désormais avoisine la soixantaine, on a une nouvelle mission qui s'est développée, qui a pris de l'ampleur et qui est une mission consistant à produire des études, des rapports pour éclairer le débat public. C'est la mission qui est confiée au Conseil d'État à la section du rapport et des études qui a été créée en 1963 sous la forme d'abord d'une commission du rapport et des études et qui produit des études soit à l'initiative du Conseil d'État sur des sujets que nous choisissons, soit à la demande du Premier ministre qui peut saisir le Conseil d'État de demandes d'avis, de rapports, d'études sur des sujets particuliers. Ça peut concerner des sujets avec un impact social important comme la bioéthique, le numérique. Nous avons produit récemment une étude sur les réseaux sociaux, une autre sur l'intelligence artificielle, sur la citoyenneté il y a quelques années. Ça peut être des études plus centrées sur des sujets particuliers. Je pense en particulier au droit des étrangers, pour lequel nous avons produit une étude il y a peu de temps, à l'appréciation des conditions de ressources pour les prestations sociales,
Donc des sujets des études qui peuvent proposer des pistes de réforme pour l'amélioration du droit dans ces domaines, et puis aussi des études dans des domaines qui visent à encadrer les modes d'action de l'administration. Dans la période récente, nous avons fait une étude sur l'évaluation des politiques publiques, sur l'expérimentation, le recours à l'expérimentation dans la conduite de l'action publique, ou encore sur les formes de ce qu'on appelle le rescrit en matière administrative. Donc on a toute cette variété d'études qui permettent de conseiller les pouvoirs publics sur la meilleure manière de conduire les réformes, de conduire l'action publique. Et nous avons cette année en cours une étude sur un sujet transversal assez ambitieux qui est ce qu'on appelle le dernier kilomètre, c'est-à-dire la manière dont les politiques publiques atteignent les publics auxquels elles sont destinées. C'est une étude qui sera rendue publique à la rentrée prochaine. Après cette très belle présentation, le Conseil d'État tel que vous le présentez aujourd'hui n'a pas été le même à sa création. Comment a-t-il évolué jusqu'à aujourd'hui ? Oui. Alors le Conseil d'État a une histoire déjà assez ancienne, c'est vrai, puisque il plonge ses racines même dans des institutions de l'Ancien Régime où il y avait déjà un Conseil du roi, mais on considère que la création du Conseil d'État tel qu'on le connaît aujourd'hui remonte ou trouve son origine dans la Constitution de l'an 8, sous le Consulat, en 1799, et dès cette époque, il a été créé avec déjà une double mission de participer au travail de préparation des projets de loi et aussi de trancher ou de proposer des solutions dans les litiges qui opposent l'administration aux citoyens. Donc cette double mission, il l'a depuis l'origine, même si la mission juridictionnelle s'est développée, mais elle s'est développée assez vite, puisque dès 1806, on a créé à l'intérieur du Conseil d'État une commission du contentieux qui a été chargée de préparer les projets de décision sur les litiges entre l'administration et les particuliers. Comme le Conseil d'État a été créé par Napoléon Bonaparte, donc, et qu'il s'est déployé sous le Consulat puis sous l'Empire, son existence a été contestée au moment des changements de régime, donc en 1815 d'abord, en 1830 ensuite. Il y a eu des débats pour savoir s'il fallait maintenir un Conseil d'État. Le Conseil d'État n'apparaît d'ailleurs pas dans les textes constitutionnels de ces époques, mais le consensus s'est fait sur le constat qu'il était utile d'avoir à la fois une assemblée qui puisse conseiller le gouvernement sur la préparation des projets de texte et d'avoir en parallèle une institution qui soit chargée de trancher les litiges entre les particuliers et les administrations. Et même si le Conseil d'État donc ne figurait pas dans les textes constitutionnels de 1830, il y a eu en 1831 notamment des réformes qui ont beaucoup modernisé la justice administrative en prévoyant le principe de la publicité des audiences, notamment en créant ce qu'on appelait à l'époque le commissaire du roi, qui est devenu le commissaire du gouvernement et qui aujourd'hui est le rapporteur public. À travers son activité, le Conseil d'État a démontré son utilité et son efficacité dans le contrôle de l'administration. Et c'est ce qui fait que son existence a pu être assurée au cours de ces 2 derniers siècles et en dépit des changements de régime qui étaient assez importants. Il a retrouvé sa place dans la Constitution en 1848, là encore avec ces 2 missions qui ont été réaffirmées, la mission de conseiller chargé de contribuer à la préparation des projets de texte et de juge chargé de trancher les litiges entre l'administration et les particuliers. Il a été conforté à nouveau en 1852. À la fin du Second Empire et avec la Commune puis les débuts de la Troisième République, là encore, son existence a été mise en débat.
En 1870, certains avaient projeté de le supprimer, mais il a été recréé ou réorganisé par une loi importante du 24 mai 1872, dont on a célébré les 150 ans l'an dernier. Et cette loi a consacré ce qu'on appelle le passage de la justice retenue à la justice déléguée, c'est-à-dire que sous le Second Empire et à l'origine, le Conseil d'État préparait des projets de décision qui devaient être ensuite signés par le chef de l'État pour produire des effets, tandis que déjà c'est vrai brièvement sous la Deuxième République, mais ensuite, à partir de 1872 et depuis sans discontinuer, les décisions contentieuses sont adoptées par le Conseil d'État lui-même et ne sont pas soumises à la signature d'une autorité politique. Donc cette loi de 1872 marque la véritable naissance de l'indépendance du Conseil d'État en tant que juridiction. Pendant la Troisième République, le Conseil d'État n'était pas mentionné dans les textes constitutionnels de l'époque, mais il a joué un rôle important par le développement de sa jurisprudence. Néanmoins, pendant toute cette période de la Troisième République, son rôle consultatif était assez réduit, puisqu'il n'y avait pas d'obligation de le consulter sur les projets de loi en particulier. C'était des consultations facultatives, et finalement son rôle consultatif s'est trouvé assez réduit pendant cette période. Et c'est seulement à partir de 1945, par des textes importants qui ont été adoptés le 31 juillet 1945, qu'a été rétabli le principe d'une obligation de recueil de l'avis du Conseil d'État sur les projets de loi et sur tous les textes réglementaires les plus importants préparés par le gouvernement. C'est une obligation donc, qui a été édictée en 1945. Et qui a été reprise aujourd'hui dans la Constitution du 4 octobre 1958, qui prévoit, donc comme je le disais tout à l'heure, que les projets de loi préparés par le gouvernement doivent être soumis à l'avis du Conseil d'État, de même que les projets d'ordonnance par lesquels le gouvernement est habilité à intervenir dans le domaine législatif, et de même que les projets de décret les plus importants. En 2008, à l'occasion de la révision constitutionnelle qui a été adoptée cette année, il y a eu deux changements assez importants encore pour le Conseil d'État. Le premier, c'est que a été ouverte la possibilité pour les présidents des assemblées, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, de saisir le Conseil d'État d'une demande d'avis sur une proposition de loi déposée par un sénateur ou par un député. Et donc, depuis cette date, le Conseil d'État est amené régulièrement à émettre des avis sur des propositions de loi qui lui sont soumises par des parlementaires. Et puis l'autre modification importante en 2008, c'est que la révision constitutionnelle de 2008 a créé ce qu'on appelle la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité, et que la Constitution, dans son article 61-1, prévoit que les questions prioritaires de constitutionnalité sont transmises au Conseil constitutionnel, soit par la Cour de cassation, pour celles qui sont posées dans un litige qui survient devant les juridictions de l'ordre judiciaire, soit par le Conseil d'État lorsque le litige survient devant une juridiction de l'ordre administratif. Et c'est la première fois que le rôle, dans la Constitution de 58, c'est la première mention du rôle juridictionnel du Conseil d'État, donc qui a été ajouté en 2008. Merci pour ce rappel historique. Pour mener à bien ces missions que vous évoquiez en début de mission, le Conseil d'État repose sur une organisation précise. Tout à fait. Le Conseil d'État est organisé en sections. Là aussi, c'est une organisation qui date des débuts et dès sa création, il a été organisé en sections. Nous avons aujourd'hui, on distingue la section du contentieux qui prend en charge toute la mission juridictionnelle du Conseil d'État, qui elle-même est organisée en chambres. Donc nous avons 10 chambres à l'intérieur de la section du contentieux qui exercent donc la fonction juridictionnelle. Et puis nous avons 6 sections administratives, 5 qui ont le rôle consultatif d'examen des projets de texte qui sont soumis
soit par le gouvernement, soit par les assemblées, soit dans certains cas par des collectivités d'outre-mer qui peuvent aussi saisir le Conseil d'État dans certains cas. Et ces sections administratives se répartissent les projets de texte par matière. Nous avons la section de l'intérieur, la section des finances, la section des travaux publics. Ces trois sections existent de longue date. Nous avons la section sociale qui, elle, a été créée en 1938. Et puis la section de l'administration qui est la dernière qui a été créée et qui a été créée en 2008. Et puis, donc ces 5 sections administratives sont chargées de préparer les avis du Conseil d'État sur les projets de texte. Sur les textes les plus importants, les avis du Conseil d'État sont adoptés par l'Assemblée générale, qui réunit des représentants de l'ensemble des sections administratives et qui, dans sa formation plénière, réunit l'ensemble des conseillers d'État. Donc ça, c'est pour les 5 sections administratives chargées des fonctions consultatives. Et puis nous avons, je l'ai mentionné tout à l'heure, la section du rapport et des études qui a été créée en 1963 sous forme d'une commission et qui est devenue une section en 1985 et qui est chargée donc principalement de préparer le rapport annuel du Conseil d'État et de préparer des études, notamment à la demande du gouvernement, mais qui est aussi chargée de veiller à la bonne application des décisions prises par la section du contentieux dans les administrations. À la tête de cette organisation, on retrouve le vice-président du Conseil d'État. C'est bien ça? Tout à fait. Pourquoi pas le président, le vice-président? C'est une survivance de l'histoire, puisque pendant une longue période de l'histoire, le Conseil d'État était présidé soit par l'empereur, par le roi, par le chef de l'État, par le garde des Sceaux. Et il y avait à l'intérieur de la maison un vice-président qui assurait la direction permanente de l'institution, mais avec donc une autorité politique qui en était le président. Les choses ont changé. Désormais, les textes prévoient, alors c'est prévu par le Code de justice administrative depuis l'an 2000, que la présidence du Conseil d'État est assurée par le vice-président. Hein, c'est ce que dit la loi. Et donc le chef du Conseil d'État désormais est sans ambiguïté le vice-président. Les textes prévoient que le Premier ministre ou le garde des Sceaux peuvent présider l'Assemblée générale. Alors simplement, c'est une présidence qui est essentiellement protocolaire. Ça conduit le Premier ministre ou le garde des Sceaux peuvent venir présider l'Assemblée générale pour la cérémonie d'installation d'un nouveau vice-président. C'est ce qui s'est passé pour la dernière installation de Didier Rolland-Tabuteau au début de l'année dernière. Ou bien ils peuvent venir pour présenter un discours sur l'action publique, l'organisation de services publics ou la justice administrative. En revanche, ils ne peuvent pas participer aux travaux du Conseil d'État, bien entendu pas au niveau du contentieux, mais ni non plus au niveau des formations consultatives, puisque le Conseil d'État, dans sa formation consultative, est chargé également de donner un avis en toute indépendance et en toute impartialité. Et donc il est important qu'il soit extérieur à toutes les autorités politiques qui peuvent avoir des intérêts dans les affaires sur lesquelles il est amené à donner ses avis. Donc c'est bien le vice-président qui préside le Conseil d'État. Il le fait en s'appuyant notamment sur ce qu'on appelle le bureau, qui est une instance de gouvernance interne que préside le vice-président et qui réunit l'ensemble des présidents de section et au sein de laquelle sont délibérées la plupart des décisions importantes concernant les affaires de l'institution. Pour ce qui concerne la carrière des membres du Conseil d'État, il faut aussi mentionner une autre institution qui est importante, qui est la Commission supérieure du Conseil d'État, qui est composée aussi de membres élus à l'intérieur de l'institution et qui est amenée à donner des avis sur un certain nombre de nominations ou sur les avancements à l'intérieur du Conseil d'État. Vous êtes secrétaire général de l'institution, comme je disais. Quel est votre rôle ici au sein de cette maison? Oui. Le secrétaire général est chargé principalement d'assurer la gestion du Conseil d'État,
Mais pas seulement, puisque depuis 1987, le Conseil d'État s'est vu confier par le gouvernement la gestion aussi des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel. Et donc c'est une mission à laquelle nous nous consacrons avec une équipe à l'intérieur du secrétariat général du Conseil d'État, au sein duquel nous avons une direction des ressources humaines, une direction des affaires financières, une direction des affaires immobilières, une direction de la communication. Donc l'ensemble des services qui permettent de gérer une administration un peu particulière puisque c'est celle qui rend la justice. Cela nous conduit à gérer un budget qui est de l'ordre de 500 millions d'euros par an et avec un effectif qui au total représente un peu plus de 4000 personnes avec donc 42 tribunaux administratifs, 9 cours administratifs d'appel. Nous gérons aussi la Cour nationale du droit d'asile et puis le Conseil d'État. Pour terminer, quels sont les arrêts emblématiques qui ont marqué la vie du Conseil d'État depuis sa création? Alors, c'est une question compliquée puisqu'on peut... il y a une part de subjectivité dans l'identification des avis les plus importants. J'aurais tendance à retenir peut-être trois catégories d'arrêts importants du Conseil d'État. Une première catégorie avec des arrêts qui sont importants pour la nature du contrôle que le Conseil d'État exerce sur l'action de l'administration, avec... j'aime bien me référer à l'arrêt Gomel qui a été rendu en 1914 et qui est un arrêt qui illustre ce qu'on appelle le contrôle de la qualification juridique des faits. On a beaucoup de textes qui prévoient que l'administration peut prendre une décision dans telle situation. Et donc savoir si la situation décrite par le texte est caractérisée ou pas, c'est ce qu'on appelle la qualification juridique. Est-ce qu'on rentre dans la case qui est prévue par le texte? Alors en 1914, Monsieur Gomel avait demandé un permis de construire pour un immeuble à construire place Beauvau, et ce permis avait été refusé par le préfet qui estimait qu'il portait atteinte à la perspective monumentale que constituait la place Beauvau. Il fallait décider si la place Beauvau était une perspective monumentale ou non. Et dans cette décision de 1914, le Conseil d'État juge en se prononçant lui-même, en décidant lui-même si la place Beauvau est une perspective monumentale ou non. Et en l'espèce, il a considéré qu'à l'époque, ça n'était pas une perspective monumentale et que donc le permis de construire pouvait être accordé. C'est un mode de contrôle qui en fait va assez loin, puisque ça conduit le juge à substituer son appréciation à celle de l'administration. Il le fait seulement quand il y a un litige entre un particulier et l'administration, que on a les arguments des uns et des autres et qui sont opposés. Et c'est un contrôle que certains pays ne connaissent pas exactement sous la même forme. Ils arrivent au même résultat en contrôlant le processus décisionnel de l'administration, mais pas nécessairement en procédant directement à une substitution de leur appréciation à celle de l'administration. Donc c'est un arrêt qui est important pour la place du juge et son rapport avec l'administration. Dans les grands arrêts, il y a bien sûr l'arrêt Niccolo de 1989, par lequel le Conseil d'État a admis qu'il découlait de l'article 55 de la Constitution qui prévoit que les traités régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois, qu'il revenait au juge d'assurer le contrôle de la conformité ou de la compatibilité d'une loi avec un traité, et dans le cas où la loi n'est pas compatible avec le traité, d'écarter l'application de la loi pour faire prévaloir le traité. Donc c'est là aussi une décision qui change beaucoup la place du juge dans ses rapports avec l'administration et avec le législateur, puisque pendant toute une période historique du Conseil d'État, le Conseil d'État était surtout chargé d'appliquer la loi, de faire interpréter la loi. Avec cette décision Niccolo, un nouveau rôle lui est confié, où c'est un rôle qu'il tire de l'article 55 de la Constitution, et un rôle qu'il conduit à contrôler si la loi respecte les traités internationaux.
Dans les décisions sur le contrôle du juge, je trouve intéressant de mentionner une décision récente, qui est une décision rendue en l'an 2020 sur le recours de l'association Gisti, dans laquelle le Conseil d'État admet qu'on peut attaquer devant lui, qu'on peut lui demander de contrôler la légalité, non seulement des actes normatifs qui sont pris par l'administration, des décisions administratives, mais aussi des documents qui peuvent être des documents publiés sur Internet, des notes de l'administration, des foires aux questions, de toutes sortes de nouveaux modes d'action de l'administration, lorsque ces documents sont de nature à produire un effet notable sur les droits ou sur la situation des particuliers. Et donc ça illustre la capacité du juge à s'adapter à la modification aussi dans les modes d'action de l'administration. Voilà, l'administration intervient toujours beaucoup par des actes unilatéraux avec une force contraignante, mais elle intervient aussi de plus en plus par des notes, des documents qui sont des documents qui se présentent comme des documents d'information, mais qui sont l'information officielle et qui sont de nature à influencer le comportement des personnes auxquelles ils s'adressent. Et il est important de pouvoir en contrôler la légalité en amont pour savoir si ce comportement que l'administration incite les personnes à adopter, et bien si ce comportement se fonde sur une interprétation légale de la loi. Sinon, parmi les grands arrêts, on a des arrêts qui se prononcent sur des sujets de société. Ça arrive assez régulièrement que le Conseil d'État soit amené à se prononcer sur des sujets qui ont des enjeux très très importants, très lourds. Et là, on peut, à titre d'exemple simplement, parmi beaucoup d'autres, citer les affaires Papon en 2002, complété par Hoffmann-Gleiman en 2009, dans lesquels le Conseil d'État s'est prononcé sur la responsabilité de l'État français sur les préjudices subis par les victimes des actes, notamment des actes antisémites du gouvernement de Vichy, et a admis la responsabilité de l'État et a précisé les conditions dans lesquelles la réparation pouvait être, dans toute la mesure du possible, être accordée aux ayants droit des victimes. Parmi les sujets de société sur lesquels il se prononce, il est amené à se prononcer, on a aussi les sujets sur la laïcité, avec des décisions, donc on en a plusieurs types de décisions qui interviennent sur ce sujet. En 2011, il y a eu une série de décisions importantes sur les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent financer certains équipements qui servent aussi au service du culte. En 2016, il s'est prononcé sur la question de savoir s'il était possible et dans quelles conditions d'installer des crèches à l'occasion des fêtes de Noël dans les emplacements publics, ou sur des sujets qui touchent à l'éthique et à la bioéthique, comme je pense à une affaire González Gómez, qui est le nom de la requérante, sur la question de savoir si une personne pouvait obtenir une autorisation d'exportation de gamètes en vue d'une insémination post-mortem. Donc des sujets qui sont très qui soulèvent des questions morales, éthiques assez complexes, mais aussi qui sont pris sous l'angle de la question de droit en fonction de ce que dit la loi et de ce qui disait en l'espèce la Convention européenne des droits de l'homme. Et puis, en dernier lieu, sans doute, il est important de mentionner aussi les décisions récentes qui ont été prises par le Conseil d'État dans le domaine de l'environnement, avec d'une part les décisions qui sont prises sur la requête de l'association Les Amis de la Terre, sur le respect des règles européennes sur la qualité de l'air, et qui a amené le Conseil d'État dans un premier temps en 2017 à constater que les normes européennes n'étaient pas respectées dans un certain nombre de territoires, et puis en 2020 à constater que
voilà, à la suite de l'annulation prononcée en 2017, les mesures nécessaires pour obtenir le respect de ces règles n'avaient pas été prises, et à prévoir le principe d'une condamnation sous astreinte de l'État si les mesures n'étaient pas prises. Et puis en 2021, une première astreinte d'un montant de 10 millions d'euros qui a été infligée parce que les mesures n'étaient toujours pas prises, et une astreinte de 20 millions d'euros qui a été prononcée en octobre dernier. L'autre affaire en matière d'environnement qui mérite aussi d'être mentionnée, c'est l'affaire qui a été jugée sur la requête de la commune de Grande-Synthe et qui constate que les mesures prises par les autorités publiques pour mettre en œuvre la loi qui a été adoptée à la suite des accords de Paris pour définir une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre n'était pas suffisante et qu'il était nécessaire que l'État prenne des mesures complémentaires pour respecter les règles que le législateur avait lui-même définies en renvoyant à un décret le soin de définir une trajectoire et que le suivi de cette trajectoire impose de prendre des mesures complémentaires. Merci beaucoup Thierry Xavier Girardot. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Conseil d'État. Merci à vos auditeurs et auditrices. Je vous dis à très bientôt. Françaises, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages? Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. La 5e République, mode d'emploi, Carlyle Bey.